En ouverture de cette édition, cette réunion sur la généralisation de la couverture sociale prévue pour l'année prochaine, qui était au centre de cette réunion présidée par le chef du gouvernement, Aziz Ernouch, cet après-midi. Réunion à laquelle tous les ministres concernés ont participé. L'objectif est d'étendre la couverture sociale aux millions de Marocains qui, aujourd'hui, en sont dépourvus. Et l'un des meilleurs moyens de lutter contre le chômage, c'est d'encourager l'investissement, qu'il soit national ou étranger. À ce propos, ce chiffre qui concerne les IDE, le flux des investissements directs étrangers a atteint plus de 14 milliards de dirhams au titre des 9 premiers mois de cette année, ce qui représente une hausse de 16% par rapport à la même période un an auparavant, selon l'Office des changes. Arrêtons-nous maintenant sur cette radioscopie réalisée par un cabinet d'études sur l'investissement des entreprises du secteur privé. Des engagements financiers qui sont même en décélération selon les conclusions de cette étude, puisqu'ils sont passés par exemple de 75 milliards de dirhams en 2014 à 50 milliards de dirhams en 2019, soit l'équivalent de 4% du PIB. Comment expliquer cette tendance baissière et quels sont les freins à l'investissement privé? Pour un éclairage, nous recevons ce soir Amine Diouri, directeur études et communications chez Inforisque. Amine Diouri, bonsoir. Alors tout d'abord, au moment où l'investissement public va battre des records en 2022, vous démontrez dans cette étude que celui consenti par le secteur public ne suit pas la même tendance. Comment est-ce que vous expliquez ce ralentissement? Effectivement, on parle de 245 milliards de dirhams pour le secteur public en 2022. On est bien loin de ces chiffres concernant le secteur privé. On est aujourd'hui sur une répartition qui est de l'ordre de 75-25, 75 pour le public, 25 pour le privé. Alors comment on explique cette évolution sur ces 10 dernières années de l'investissement privé au Maroc? Je dirais qu'il y a au moins 3 explications. La première, c'est la structure même du tissu économique marocain, c'est-à-dire que ce tissu aujourd'hui est concentré autour de quelques grandes locomotives, une centaine d'entreprises, et c'est toujours les mêmes d'ailleurs qu'on retrouve aussi bien au niveau de l'investissement, aussi bien au niveau des exportations, au niveau de la fiscalité. Et donc, effectivement, cette locomotive est présente, investie dans l'investissement, donc représente la première entreprise qui investit au Maroc, représente à elle seule plus de 11% des investissements totaux. Et on voit bien qu'effectivement, cette concentration n'aide pas non plus n'est pas tirée par le tissu de PME que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est la première explication. La deuxième chose, c'est évidemment la question du financement. Le financement, aujourd'hui, on l'a vu sur 10 ans, le crédit à l'investissement, ça, ce sont les statistiques de BAM qui le disent, sur 10 ans, le crédit à l'investissement a stagné, n'a quasiment pas augmenté, voire légèrement diminué jusqu'en 2019. Et la part que représente ce crédit à l'investissement par rapport à l'encours total des crédits bancaires a diminué en pourcentage sur ces 10 dernières années. Donc ça, c'est une deuxième explication. Donc moins de financement, évidemment, pour financer l'investissement. Troisième aspect, et je pense que c'est tout aussi important, c'est la question du climat des affaires. Je pense qu'effectivement aujourd'hui, pourquoi le crédit de trésorerie a pris une place plus prépondérante ces dernières années au détriment du crédit à l'investissement? C'est tout simplement parce que le financement du cycle d'exploitation, c'est-à-dire le BFR, a pris une forte importance ces dernières années, c'est-à-dire concrètement la question des délais de paiement, parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien, cette problématique est importante et très importante même pour les entreprises, et on sait qu'elle assèche la trésorerie de nos entreprises, et on le sait, ça c'est une étude du HCP qui le disait en début d'année, près de 50% de nos entreprises avaient une trésorerie nulle ou négative en ce début d'année. Donc forcément, ça n'aide pas non plus pour investir. Alors comment est-ce qu'on peut aujourd'hui inverser la tendance et encourager l'investissement du secteur privé? Alors là aussi, je pense que déjà, je pense qu'il faut commencer par régler cette question des délais de paiement parce que ça a un impact fort sur cette trésorerie. Aujourd'hui, il y a un projet de loi qui est sur la table qui va justement essayer de réduire de manière drastique ces délais de paiement parce que parfois on parle, pour les TPE en tout cas, de 6 mois de délai de paiement, voire plus. Évidemment, quand on est dans cette situation, on ne pense pas à investir. Donc la loi, la data sont là justement pour aider les entreprises à récupérer, disons, cette trésorerie qui aujourd'hui est dehors et donc leur permettre d'envisager l'avenir, c'est-à-dire de réfléchir à des perspectives
d'investissement pour trouver de nouveaux marchés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut créer un cadre institutionnel favorable à l'investissement. On parle beaucoup de la charte de l'investissement, ça fait quelques années qu'on en parle. La sortie prochaine devrait donner un cadre institutionnel plus précis pour nos entreprises pour investir. Cette charte de l'investissement sera sur la table avec les CRI également qui seront là pour opérationnaliser, disons, cette charte de l'investissement. Et à côté de ça, à côté de ce cadre institutionnel, je pense à des mesures fiscales ciblées qui devraient permettre justement aux entreprises, qui devraient inciter ces entreprises à investir via des déductions fiscales, via, par exemple, en France, il y a le crédit impôt recherche pour l'innovation. Il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, on parle de 50 milliards d'innovation, mais 99% de cet investissement est sur de l'investissement hyper classique, c'est-à-dire qu'on parle de machines pour des secteurs hyper traditionnels comme le commerce, l'immobilier, le BTP. On est très peu finalement sur l'innovation. Est-ce qu'on en a envie demain de devenir une start-up nation? Alors, en un mot, Amine Diori, une dernière question très brièvement. Est-ce que, on en a parlé tout à l'heure sur les derniers chiffres du HCP, on l'a vu, qui démontrent une légère détente sur le front de l'emploi, avec notamment une légère baisse du taux de chômage à 11,8%. Est-ce que c'est un signe de la reprise de l'activité économique? Est-ce qu'on peut dire que le marché de l'emploi reprend enfin? Alors oui et non. Oui, parce qu'effectivement, 2020 a été une année catastrophique en termes de destruction d'emplois. Et effectivement, il y a une reprise économique. On est passé de moins 6% à plus 5% cette année. Donc, on a créé de l'emploi. Maintenant, le côté verre à moitié vide, c'est qu'évidemment, le chômage des diplômés de l'enseignement supérieur est de plus de 25%. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est là qu'on a mis l'accent là-dessus dans le reportage, justement. On ne peut pas envisager de reprise économique sans justement ces futurs cadres, parce que ces diplômés de l'enseignement supérieur, c'est les cadres de demain, et c'est notre classe moyenne, c'est notre future classe moyenne qui va justement pousser la reprise de notre économie. Et aujourd'hui, on voit bien que ces jeunes ont beaucoup de mal à rentrer sur le marché du travail, et c'est une vraie problématique pour l'avenir. Et donc, il faut faire très attention à cet indicateur. Amine Diori, merci pour cet éclairage et toutes ces précisions. Ils sont jeunes et engagés pour l'environnement. Houyem Hakmi et Saad Waques ont pris part aux travaux de la conférence internationale des jeunes sur le changement climatique à Glasgow il y a quelques jours. Ils s'apprêtent également à participer à la COP26, une mobilisation dont le Parlement européen réagit à l'arrêt par l'Algérie de l'approvisionnement de l'Europe en gaz. Le président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays du Maghreb, Andrea Cozzolino, a rendu public ce mercredi une déclaration dans laquelle il estime que la décision algérienne, je cite, est une source de graves préoccupations. L'accord d'approvisionnement rompu par Alger concerne directement non seulement le Maroc, mais aussi l'Union européenne, a-t-il souligné, notant que quelles que soient les raisons qui ont motivé cette décision, l'utilisation de l'approvisionnement en gaz comme moyen de pression ne saurait constituer une solution appropriée. Fin de citation. Et les réactions à cette décision algérienne se multiplient, que ce soit du côté des dirigeants européens ou de la presse internationale. Si certains évoquent un chantage clair et appellent à sanctionner l'Algérie, d'autres pointent du doigt les conséquences à long terme sur le régime algérien, tandis que le Maroc ne sera que très peu impacté par cette décision. Retour sur ces réactions avec SLSS. Un gain géopolitique nul pour l'Algérie, c'est avec ces mots que décrit l'hebdomadaire français Le Journal du Dimanche la décision prise par Alger de mettre fin à l'approvisionnement du gazoduc Maghreb-Europe. L'article ajoute que cette fermeture embarrasse les pays européens, à l'heure où les prix du gaz s'envolent à l'international. Les mots sont également forts du côté du média algérien Algérie Part Plus, qui évoque une vérité cachée par le régime algérien. Il affirme que les dessous de cette décision n'a aucun lien avec les considérations politiques avancées par le régime algérien. Il rappelle également que de nombreux experts certifient que l'Algérie n'avait plus besoin de ce gazoduc en raison de l'effondrement de ses capacités d'exportation du gaz naturel, en raison d'une chute de la production. De son côté, le quotidien espagnol La Razón insiste sur les conséquences de cette décision sur l'approvisionnement de l'Espagne en gaz à l'approche de l'hiver.
L'article rappelle que si le gazoduc Medgaz, censé remplacer le flux provenant du gazoduc Maghreb-Europe, rencontre des problèmes techniques, cela pourrait mettre l'Espagne dans une situation difficile. Dans les colonnes de La Tribune Afrique, on apprend que la mise à l'arrêt du gazoduc Maghreb-Afrique n'aura qu'un impact insignifiant sur la performance du système électrique marocain. Il cite l'Office marocain des hydrocarbures et des mines et l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, qui soulignent que du côté marocain, les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer la continuité de l'alimentation du pays en électricité. Chez les dirigeants européens, plusieurs voix sont montées au créneau pour critiquer la décision algérienne. L'eurodéputé Dominique Riquet assure qu'en visant le Maroc, on atteint l'Europe à un moment particulièrement inopportun. Par ailleurs, cette fermeture sera à terme porteuse de conséquences sur les revenus de l'Algérie. Le député italien Paolo Grimoldi évoque quant à lui un chantage inacceptable qui doit être dénoncé et sanctionné à l'heure où l'Europe a grandement besoin de gaz. Pour sa part, le député Marco Di Maio a indiqué que cette décision est très grave, surtout qu'elle a été prise dans un contexte marqué par de fortes pressions sur les prix de l'énergie, souhaitant que l'UE ne cède pas aux menaces algériennes. Et en parlant de terres agricoles et de culture, le Maroc a dépassé l'Espagne, leader mondial dans les exportations d'olives noires vers les États-Unis. C'est ce qui ressort des données publiées par le Bureau des douanes américaines. On parle d'une hausse de 110% par rapport à l'année précédente. Au même moment, la campagne oléicole démarre en avance grâce aux conditions météorologiques. La récolte devrait même dépasser toutes les attentes. Reportage dans la région de Meknès de Sarah Jabri et Ala Abdelhamid. De janvier à juillet 2021, 6500 tonnes d'olives noires marocaines ont été exportées vers les États-Unis, soit une augmentation de 110% par rapport à la même période de l'année précédente. Les producteurs nationaux ont profité des tarifs protecteurs contre ce produit agricole pour augmenter leur part de marché. Après la reprise, on a senti un bon démarrage. Et la preuve, on a dépassé les États-Unis, les exportations sur les États-Unis, on a dépassé l'Espagne, qui est le premier pays exportateur. On l'a dépassé pendant, disons, une petite période. Pendant 2-3 mois, on a dépassé nos exportations. Maintenant, les choses redeviennent normales. En 2020, 1 400 000 tonnes d'olives réparties en huile d'olive et olives de table ont été produites, avec une hausse de production de 20%. Cette année, les producteurs sont optimistes et aspirent à faire mieux. Motivés par des conditions météorologiques favorables, la campagne oléicole se fait précoce. C'est une campagne qui démarre bien, donc on prévoit une évolution de plus de 20%. Par rapport à l'année dernière, on avait une production de 1 400 000 tonnes d'olives, qui est répartie bien sûr en huile d'olive et olive de table et en notre consommation. Maintenant, cette année, on pense atteindre facilement les 1 700 000. À noter que l'oléiculture contribue à elle seule à hauteur de 5% du PIB agricole national. Elle génère annuellement près de 51 millions de journées de travail, l'équivalent de 380 000 emplois permanents. Allez, un peu d'évasion et de découverte maintenant avec la page culturelle de ce journal qu'on démarre avec Haut et Fort, le film de Nabil Ayouch en compétition au Festival de Cannes en juillet dernier, sort dans les salles nationales aujourd'hui. Un film qui hisse justement haut et fort les valeurs d'espoir pour la jeunesse. Tourné dans le centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen, le film met en scène un groupe de jeunes rappeurs dont la raison de vivre est la danse. C'est un reportage de Emin Hibdo commenté par Samia Halis. Pour Anas, Zineb, Nouhaïla et les autres jeunes du Centre des Étoiles de Sidi Moumen, c'est comme un rêve qui se concrétise. Après avoir foulé le tapis rouge à Cannes, ils assistent à l'avant-première de la sortie de Haut et Fort dans les salles. Quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'être actrice avant de devenir danseuse. Mon rêve se réalise enfin. Pour moi, c'était une nouvelle expérience qui m'a tellement appris de choses et que je garderai en moi toute ma vie. Une belle expérience qui m'aidera dans l'avenir. Une belle expérience qui m'aidera aussi dans l'avenir. Et si je suis devant vous ce soir... Haut et Fort, un film qui porte haut les aspirations d'une jeunesse qui renoue avec la vie grâce à la danse et l'art. Filmé dans le centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen, où ces jeunes ont justement pris goût à la liberté et au rap. Un message qui semble être bien passé. Le rap, il va être de plus en plus accepté, la danse kadalik, le graffiti kadalik, et c'est pas un truc, on doit pas être contre l'art, ça reste de l'art, hip-hop, pas hip-hop, ça reste de l'art.
En toute honnêteté, le film résonne comme un cri, comme un souffle de nouveauté. On sent combien les jeunes qui sont pleins d'énergie positive ont besoin de s'exprimer, des jeunes qui sont la richesse du Maroc, et c'est une occasion qui va sans doute encourager d'autres jeunes à choisir des voies positives. Le positivisme, c'est ce que j'ai apprécié dans ce film de Nabil Ayouch.